Yo! Aujourd'hui je suis en direct de la Devox. On va parler de nouvelles technologies et je serai là en direct pour vous filmer la plupart des conférences. Donc on est là pour vous parler de la deuxième vie de Mario, de sa reconversion en tant que UX designer. Parce qu'il faut dire quand même que la saga Super Mario, elle est quand même bien faite. C'est simple, c'est fun. Donc on pourrait même se demander, mais c'était quoi sa recette magique pour faire ce jeu, cette saga? On pourrait se demander aussi pourquoi les jeux sont devenus si compliqués maintenant. Mais ça, c'est ce qu'on va voir après. Tout d'abord, je vous propose de vous présenter la composition du match d'aujourd'hui. Donc, on a deux joueuses et je vais laisser Sarah se présenter. Bonjour, alors moi j'ai suivi un cursus d'ingénieur en cognitique. Alors la cognitique, ça mêle la psychologie cognitive et l'informatique. L'idée c'est de comprendre comment fonctionnent les humains, leur cerveau, et comment fonctionnent les machines, les ordinateurs, dans le but de proposer des interfaces qui fonctionnent bien. Je travaille à Murex. Donc Murex est une société éditrice de logiciels dans le domaine de la finance et en particulier des capital markets. Et j'y travaille depuis 1 an et demi maintenant en tant que consultante UX et product manager de la UI. Et donc peut-être que vous avez dit qu'il y avait un seul cursus pour devenir UX. Eh bien non, moi du coup j'ai un autre parcours, j'ai un doctorat en ergonomie. J'ai travaillé pour SAP, Cisco, Sage, pour une boîte de jeux vidéo en Corée du Sud. Je travaille actuellement avec Sarah en tant que UX consultante chez Murex aussi. Je suis freelance pour Hush, donc une compagnie qui fait de la banque mobile européenne. Notre métier à Sarah et moi, c'est d'être l'intermédiaire entre les utilisateurs, donc vos clients, et vos équipes pour faire des produits qui seraient encore meilleurs. Ça, c'est l'ensemble des jeux auxquels on a beaucoup joué Sarah et moi et l'ensemble des devices qu'on possède et sur lesquels on joue beaucoup. Parce que voilà, on est bien là entre nous, on parle à des gamers, on est des gameuses, donc on pense qu'on parle le même vocabulaire. Et puis on va pas se leurrer, hein. Si on devait s'imaginer dans 50 ans, vous comme nous, je pense qu'on jouera encore aux jeux vidéo. Alors nous tous, qui sommes des utilisateurs de jeux vidéo, nous avons déjà rencontré des problèmes d'expérience utilisateur. Vous vous rappelez les fois où vous avez été agacé, lassé par certains détails d'un jeu, vous êtes peut-être même énervé. Voilà, c'est l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, elle est partout, elle est dans vos produits, elle est dans les jeux vidéo. À partir du moment où il y a une personne qui se sert de votre produit, c'est de l'expérience utilisateur. Et en France, on est un peu en retard, c'est pas encore bien rentré dans les mœurs, c'est pas encore bien rentré dans les process, donc on va essayer de rattraper ce retard et on va essayer de prendre de bonnes habitudes. La première bonne habitude, c'est d'essayer de se poser systématiquement cette question. Qui sont-ils nos utilisateurs? Puisque c'est pour eux qu'on développe notre produit. C'est vraiment la base de la conception centrée utilisateur. Dans le domaine du jeu vidéo, on dit en général qu'il y a 4 profils différents de joueurs. Alors on a les combattants aiment le combat et la compétition entre les joueurs. On a aussi les accomplisseurs. Les accomplisseurs, ils aiment se perfectionner, ils aiment maîtriser, ils aiment collectionner. On va trouver les socialiseurs. Eux, ils aiment vraiment l'interaction avec les autres joueurs. C'est vraiment ça qui va leur faire plaisir dans un jeu. Et puis, le dernier profil, ce sont les explorateurs. Et ceux-là, il faut les laisser tranquilles. Ils ont besoin de liberté, ils ont besoin d'explorer leur monde un peu comme ils ont envie. Donc, chacun de nous, nous sommes un mélange assez équilibré entre ces différents profils, avec un profil qui va ressortir, un profil qui va être dominant. Et en fait, selon son profil, on ne va pas du tout avoir les mêmes objectifs et les mêmes motivations. Je vais prendre un exemple concret. Le combattant, quand il joue, il va se référer au classement entre les joueurs. C'est super pratique, il voit qui est devant lui, il voit qui est derrière lui, c'est super motivant. L'accomplisseur, il va peut-être regarder, mais il ne va pas y prêter autant d'attention. Parce que pour lui, ce qui compte, c'est la progression objective par les niveaux, pas cette progression relative aux autres joueurs. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que selon le profil des utilisateurs auxquels on s'adresse,
eh ben, on ne doit pas concevoir son produit de la même manière, puisque les sources de motivation, les objectifs ne sont pas les mêmes. On a un exemple ici. Vous voyez deux gameuses avec un profil plutôt différent, même si les côtés socialiseurs et accomplisseurs sont relativement les mêmes. On voit qu'Alexandra a un profil beaucoup plus combattant et moi un profil plutôt explorateur. Quel impact ça a sur notre utilisation des jeux vidéo? Eh bien, on ne joue pas aux mêmes jeux vidéo. Et quand on joue aux mêmes jeux vidéo, on ne va pas du tout jouer de la même manière. On ne va pas vivre la même expérience de jeu, on ne va pas suivre les mêmes chemins. Donc ça, peut-être que vos produits s'adressent à un profil très varié, à un public très varié. Peut-être que vous ciblez vraiment une certaine catégorie d'utilisateurs. Mais dans tous les cas, s'il y a bien des choses à retenir, c'est qu'il faut qu'on s'intéresse à nos utilisateurs. Il faut qu'on fasse cet effort de découvrir qui ils sont, puisque c'est pour eux qu'on développe ces produits. Et une fois qu'on a fait ce travail de découverte, on va pouvoir adapter nos produits à ce qu'on a appris, à ce qu'on a découvert. Et donc, vous allez me dire, bah ok, c'est gentil, on parle de jeux vidéo, mais est-ce qu'on va jouer? Et bien la réponse c'est oui, on va jouer. Pour certains d'entre vous, vous connaissez, mais on vous demande explicitement de sortir votre smartphone, d'aller sur kahoot.it, et on va vous montrer donc les numéros à rentrer pour rentrer dans le quiz. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous expliquer les règles. Donc on va avoir un code à plusieurs chiffres à rentrer. On va vous proposer 5 questions. Plus on est rapide, plus on gagne de points. On va aller... Donc le numéro à rentrer... Oula. Le numéro à rentrer c'est 655 356 7. Donc on va le laisser encore un peu affiché pour que vous ayez le temps de rentrer dans le jeu. Comme je disais, 5 questions. Du coup de la plus facile à la plus difficile. Ensuite, désolé pour ceux qui auraient déjà joué chez Murex, vous n'avez pas le droit de rejouer, on s'excuse. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Que les 3 meilleurs auront un prix, donc il faudra venir le chercher à la fin de notre conférence. Bon, je vois qu'on a beaucoup de joueurs quand même, c'est bien. Oula, on en a vraiment beaucoup, on est ravis. On va encore attendre un petit peu au cas où il y aurait des retardataires. Pour vous expliquer aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on va avoir la question qui va s'afficher en grand sur l'écran. On aura les 4 typologies de réponses, et sur votre téléphone portable, il n'y a pas la réponse, il y a juste les couleurs, code couleur et symbole, et vous répondez depuis votre smartphone. On va y aller, on est bon? Ça se stabilise? Allez, ça se stabilise. Allez, on va commencer avec la première question. Qu'est-ce que la UX? Je vous ai dit, hein, on commence facile. 4 typologies de réponses. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Ça répond vite, c'est bon? On a combien de joueurs? 333. Il manque une réponse. On va attendre. Bon, il y a beaucoup de bonnes réponses. On blâme la seule personne qui a répondu que la QX c'était changer la couleur des boutons. Mais on va revenir dessus plus tard, c'est pas grave. On peut passer à la deuxième question. Et bravo à Simon qui est premier, pour l'instant. Deuxième question, quel est le profil de joueur dominant le plus courant? Je vois que ça réfléchit, ça discute, c'est bien. On va attendre jusqu'au bout. Du coup, la bonne réponse était socialiseur. Il y a 14 personnes qui ont bien trouvé. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais c'est la réponse. On peut passer à la question 3. Donc maintenant, c'est Julien B qui est premier, pour l'instant. Troisième question. Quel est le nom de famille de Mario?
Mario Mario. C'est Mario Mario. Ici, je vois que ça soulève l'action forte. Que 2 secondes. Et la bonne réponse c'était Mario. Mario et Luigi Mario Bros. Et je vois que ça a étonné plusieurs personnes aussi. Donc 61 bonnes réponses. Nous avons maintenant Tété qui est premier au classement. On peut passer à la 4e question. À votre avis, quel est le bien culturel qui a été le plus vendu en 2016 en France? Sachant qu'on n'a pas les chiffres pour 2017. Super mutant. Voilà, c'est trop bien, parce que tu as répondu une mauvaise réponse, mais tu sais la merde. Ils sont connus que la mauvaise réponse, Que 3 secondes. Plus de bonnes réponses, 175. C'était FIFA 2017. Alors, avec 1 400 000 unités vendues, donc c'était le bien culturel le plus vendu cette année-là, suivi ensuite de Harry Potter en livre, et suivi ensuite de Pokémon Soleil et Lune, le jeu. Tout ça pour dire que l'industrie du jeu vidéo se porte bien. Et donc on peut passer à la 5e question. Tété est toujours premier. Alors, quel est le meilleur jeu pour booster votre cerveau? Donc il y a des jeux qui ont des effets cognitifs bénéfiques pour le cerveau, selon les articles scientifiques. Quel est le meilleur pour le cerveau? Plus que 10 secondes. La bonne réponse était Super Mario. 43 bonnes réponses. Bon, c'était un peu un indice, le titre de notre... Bon, mais j'explique. Selon les articles scientifiques et des études canadiennes parues récemment, il y a une région dans le cerveau qui est très importante qui s'appelle l'hippocampe. C'est très utile pour la mémorisation, pour la représentation spatiale. Et quand on joue à des jeux de plateforme 3D type Super Mario, c'est très bon pour booster l'hippocampe. Et je suis désolée pour tous ceux qui jouent à Call of Duty, mais toujours selon cette étude, après 90 heures de jeu, la matière grise qu'il y a dans l'hippocampe commence à diminuer. Par contre, Tetris, ceux qui ont répondu Tetris, ça reste un très bon jeu pour lutter contre l'anxiété. Et Candy Crush, sous ses airs de jeu mobile un peu bateau, c'est très bien pour lutter contre les addictions. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce quiz? On peut retenir 2 choses. Déjà, les plus enthousiastes à jouer, ceux qui voulaient être premiers sur le podium, du coup, on a vu selon les typologies de joueurs de Sarah, peut-être que c'était des combattants, des fighters. Et deuxièmement, FIFA, c'est un jeu qui se vend très bien, qui est très simple, et on peut se demander si c'est vrai pour tous les autres jeux. On va voir le résultat, du coup, le top 3. Donc on demandera à Fab, Fred et Roméo de venir chercher leur cadeau à la fin de cette conférence. Donc comme je vous disais, on va passer maintenant à des exemples concrets, des exemples de jeux vidéo, et on va commencer tout de suite avec Summoner's War. Donc c'est un jeu mobile sud-coréen, donc c'est un jeu de type RPG. C'est très complet, il y a du PVP, player versus player, il y a un système de guildes, d'arènes, il y a du PVE, on peut faire le scénario. On a vraiment beaucoup de monstres qu'on peut collectionner aussi, donc c'est assez complet. Le jeu s'est téléchargé à 90 millions d'exemplaires, donc ça ne veut pas dire qu'il y a 90 millions de joueurs, mais en tout cas c'est un jeu qui marche quand même plutôt bien. Et pourtant, il y a beaucoup de problèmes, de petits problèmes dans ce jeu, comme on va le voir. Comme je vous disais, on a un système de monstres qu'on peut collectionner, etc. Et ici, c'est une manière de consulter ces monstres. Ils sont dans un certain ordre. Or, si je vais dans mon inventaire, dans mon stockage, à différents endroits du scénario, l'ordre de mes monstres, comme vous allez voir, n'est pas le même. Donc quelquefois, c'est basé sur l'ordre de récence d'obtention, le type, si je l'utilise fréquemment. Mais en tout cas, toujours est-il que si je veux retrouver rapidement un monstre, et quand on est en PVP temps réel, c'est quand même important, je ne peux pas retrouver mon monstre facilement. Donc ça, c'est un problème. Autre petit souci, il y a un système de chat, comme dans beaucoup de jeux.
Et donc pour le chat, j'ai une zone en bas de l'écran, ok, mais si je tape dessus, ça me fait apparaître une zone en haut de l'écran, qui me permet également cette zone à la fois de taper du texte, mais aussi de changer de canal de chat. Or, je ne suis même pas encore rentrée dans le jeu, hein. C'est un besoin standard de juste vouloir communiquer avec d'autres personnes dans le jeu, et on sent que ça n'a pas été soigné ça. Autre problème, potentiellement, je veux pouvoir quitter ma guilde. Et le chemin de navigation, je vais vous montrer, c'est difficilement anticipable. Donc là, je vais aller dans Communauté. Guilde est le deuxième onglet, mais c'est celui-ci qui est ouvert. Je vais aller dans Membres de guilde. Donc, si j'avais une trentaine de membres, on le recrute, mais si j'avais une trentaine de membres, je serais obligée d'aller tout en bas pour trouver le quitter la guilde. Donc, on ne s'attend toujours pas à ce cheminement pour pouvoir faire une action simple, basique, qui est de quitter sa guilde. Ensuite, j'ai un système de messages, donc peut-être que je veux avoir des runes pour améliorer mes monstres. C'est légitime. Et donc peut-être que je vais aller dans le magasin pour acheter une nouvelle rune. Et potentiellement, quand je vais dans le magasin, donc j'ai ça qui s'affiche, et si je veux en acheter une de rune, peut-être que ça va me dire somme max dépassée. Ok. Une autre manière pour moi d'avoir des runes, c'est de la recevoir dans ma boîte de réception. Et cette fois-ci, ça va me dire, tu as atteint le niveau max de runes, fais de la place dans ton inventaire et essaye à nouveau. Et là, on sent que le message est quand même plus clair. Ça dit quel est le problème, et en plus, ça vous dit comment le résoudre, alors qu'à la base, le problème était le même, trop de runes. Donc, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que la terminologie, le vocabulaire, les labels, c'est essentiel pour avoir une bonne communication avec ses utilisateurs. Nous, par exemple, dans nos boîtes, on peut voir des messages un peu techniques. Ça parle de batch, ça parle de mots un peu complexes. Par exemple, nous, dans notre boîte, on a un message un peu connu qui dit « The service is maybe dead ». Et on pense que c'est une manière intéressante de communiquer avec ses utilisateurs. Tout ça pour dire que nous, en plus, nos utilisateurs, ils sont dans le domaine de la finance, donc ils ne comprennent pas du tout le même vocabulaire. Donc c'est à nous, adaptons nos messages à nos clients, à nos utilisateurs. Parce que par exemple, si moi, mes grands-parents vont sur Internet et qu'on leur parle de navigation, qu'on leur parle de cookies, eux, ils vont imaginer des petits gâteaux sur un bateau. Donc, soignons les terminologies. Alors, je vais vous parler un peu d'Heavy Rain. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 3 et 4. Et c'est un jeu de type film interactif. C'est-à-dire que l'accent est vraiment mis sur l'histoire, sur le scénario, sur l'implication émotionnelle du joueur. Donc on a beaucoup de cinématiques pour le déroulement de l'histoire, et on a aussi beaucoup de moments où on doit prendre des décisions, on doit faire des choix qui ont un impact énorme sur le reste de l'histoire. Donc c'est un jeu qui est très immersif. Et là, il y a quelque chose que je vais remarquer très rapidement, puisqu'en fait ça concerne la manière de déplacer le personnage. Donc dans la quasi-totalité des jeux qui se jouent sur console avec une manette, on va utiliser les deux joysticks, le joystick de gauche qui va vraiment orienter le personnage et le joystick de droite qui va orienter la caméra. Et c'est l'utilisation de ces deux joysticks en même temps qui permet une utilisation et un déplacement fluide, simple, rapide. Mais là c'est pas le cas. En fait, là, on me demande d'appuyer en continu sur le bouton R2, donc à l'arrière à droite, juste pour initier le déplacement du personnage. Et ensuite, avec le joystick de gauche, je vais pouvoir orienter. Ici, je ne peux pas orienter la caméra différemment. C'est-à-dire que si j'oriente vers une direction, le personnage va dans cette direction. Parce qu'en fait, le joystick de droite sert pour d'autres interactions, pour toutes les autres interactions, ouvrir une porte, prendre un objet. Alors qu'est-ce qui se passe ici? L'utilisateur, il a des habitudes. Là, on peut même parler d'automatisme, puisque dans n'importe quel jeu où on va se déplacer dans un environnement 3D, on va toujours utiliser les mêmes commandes pour se déplacer. Et là, on ne respecte pas ces habitudes. Là, à chaque fois que le joueur revient sur ce jeu, il se plante. Évidemment, c'est le principe des automatismes, on n'y pense pas, c'est naturel et c'est plus simple. Et là, donc, on le met en difficulté sans vraiment de bonnes raisons. Je vous montre une autre séquence de Heavy Rain. Dans cette séquence, le personnage, doit se faufiler entre des fils électriques haute tension. Alors, pour cela, le joueur doit, avec sa manette,
appuyer successivement sur plusieurs touches et les maintenir jusqu'à ce que l'obstacle soit franchi. Là où ça devient compliqué, un peu technique, c'est quand il faut appuyer sur 5 touches différentes que je ne connaissais pas à l'avance, donc je n'ai pas optimisé l'emplacement de mes doigts. Si je me trompe, par exemple, j'appuie sur une mauvaise touche ou je relâche sans faire exprès une touche, je me prends un petit coup de jus et je dois recommencer. Je vous laisse voir ce que ça donne. Donc la vidéo, vous voyez, vous allez voir comment je suis obligée de positionner mes doigts d'une manière pas du tout standard. Et tout ça pour perdre. Alors qu'est-ce qui se passe là? Bon, j'ai une hypothèse. En fait, je pense qu'ils ont voulu retranscrire la difficulté physique du personnage dans le jeu, parce que, mine de rien, j'ai jamais essayé, mais ça doit pas être simple de se faufiler dans des fils électriques. Je pense qu'ils ont voulu retranscrire cette difficulté physique-là sur le joueur. C'est-à-dire, demandons-lui de faire quelque chose de compliqué physiquement. Et c'est un peu ce que le joueur doit faire. Il doit se contorsionner d'une certaine manière pour franchir l'obstacle. Mais quelle est la conséquence? Ça part d'une bonne idée. Mais quelle est la conséquence? Je sors complètement de mon expérience de jeu. C'est un jeu très immersif, on est à fond dans l'histoire. Et là, j'arrête de regarder l'écran, je regarde mes mains, je me concentre sur mes mains, sur ma manette et sur ce que je suis en train de faire. Je ne suis plus dans le jeu, je suis sur mon canapé. Donc, ça va un peu à l'encontre de l'objectif initial, puisque c'est un jeu qui est très immersif. Et là, la manette, qui est l'interface physique entre le joueur et son jeu, elle ne devrait pas être source de difficulté, elle devrait être utilisée de manière fluide, intuitive, naturelle, pour renforcer ce côté immersif. Et là, c'est pas le cas. Si je vous donne un exemple vous concernant un peu plus, voilà, dans vos produits, il y a probablement une grande complexité technique. Mais l'interface n'est pas là pour refléter cette complexité. L'interface est seulement là pour aider l'utilisateur à atteindre son objectif. Donc, même si votre produit est complexe, il s'agit de choses très compliquées techniquement derrière, l'utilisateur ne doit pas le savoir, l'utilisateur doit juste arriver à atteindre son objectif facilement.